Bonjour à tous. Donc je vous propose effectivement aujourd'hui un petit tour, d'horizon, un webinaire sur la restitution des données et les outils, qui sont disponibles pour l'analyse et les actions. En fait, le webinaire, je l'ai appelé, «Visualiser et agir» parce que, effectivement, il est important quand on fait de la restitution de données d'avoir, les actions qui vont découler en fait de ces données, de prendre des actions derrière, parce que visualiser pour visualiser, ça n'a pas, d'intérêt, flagrant. Sur ce webinaire, donc qui je suis d'abord effectivement. Hem, je suis Thomas Merli, donc je travaille de chez Elias depuis 2014. Heu, je suis, responsable en fait du pôle data BI et dev, c'est un pôle un peu fourre-tout, quelques «énergumènes» entre guillemets. Et je travaille sur du SQL Server depuis 2001 et puis bien d'autres versions et produits, depuis celle-ci. Donc c'est juste pour donner un petit bagage sur mes éléments. Les objectifs de ce webinaire, ils sont multiples. Le premier, c'est effectivement de faire un petit tour d'horizon pour voir quels outils on peut utiliser pour collecter et analyser, mes données. Donc là, l'objectif, ça va être, la possibilité de retrouver ça dans les différents contextes d'entreprise, ou des données, relativement personnelles entre guillemets. On va voir également quels sont les meilleurs moyens de visualiser les données en fonction de leur type, en fonction de leur source, en fonction de, justement des éléments qu'on va vouloir, mettre en lumière, derrière. Et on va voir également comment est-ce qu'on peut mener les bonnes actions en fonction des différentes données qu'on va avoir. Donc c'est lié, la collecte, la visualisation des données et les actions qui vont en découler. Bien entendu, il y a un parti pris autour de ces éléments, c'est qu'on va rester autour de l'écosystème Azure, autour des technologies Microsoft en particulier, puisque c'est notre credo de pure Microsoft au sein d'Eliad. La situation qui va vous être exposée, ça va être justement de présenter différentes manières, heu, de traiter, d'analyser, de gérer les données autour de la pandémie qui sévit actuellement dans le monde. Alors c'est un sujet qui est pas forcément très réjouissant, mais l'avantage c'est qu'on a des sources de données qui sont, diverses, qui sont, assez riches. On a des cas de figure qui sont, étendus, qui vont permettre de créer des éléments qui ne sont pas forcément appliqués à un cas d'entreprise direct, mais qui peuvent être transposés, de manière assez, facile. Et puis du coup, ça va générer en fait une donnée qui est relativement, facilement «anonymisable» entre guillemets. Donc dans la situation, on va l'attaquer sous 3 manières, spécifiques. On va d'abord traiter de l'aspect, modélisation et prédiction avec, avec notre petite, casquette de data scientist. On va faire du suivi de la situation et de la gestion des actions, mais là, on va vraiment se centrer sur situation-action. Et puis en dernier lieu, on verra un petit peu de l'analyse de faits et de l'information, autour de notre traitement de données. Je vous avertis simplement qu'une grande partie des données exploitées dans la présentation a été modifiée pour justement que les démonstrations soient un petit peu plus, parlantes ou, qu'elles aient, des pics en fait de démonstration. Donc du coup, ne vous appuyez pas là-dessus pour dire: «Ouais, mais la réalité est complètement différente de ce qui a été présenté» et pourtant, même si je m'appuie sur des sources qui sont, «officielles» entre guillemets, pour partie, il est possible que j'ai modifié quelques informations pour justement retomber un petit peu sur mes pattes au niveau de mes différentes démonstrations. 3 profils donc au sein de cette présentation, pour 3 types de besoins différents. Le premier, c'est celui qui vous avait été présenté il y a 3 semaines maintenant, c'est notre petit, data scientist. Alors je suis désolé pour les quelques anglicismes qui restent dans ma présentation. Son job à lui, son dada, c'est de manipuler des quantités de données relativement importantes. Il est même capable généralement, donc là dans notre démonstration, on va générer nous-mêmes, des données et pouvoir avoir ici, un jeu représentatif de ce qu'on souhaite voir. Et le data scientist, donc c'est à la croisée en fait entre le statisticien et le développeur, hein. Donc son credo, c'est vraiment de permettre au travers de scripts de manipuler son jeu de données pour en délivrer les indicateurs. Et donc il va retourner les problèmes dans différents sens et pour justement gérer en fait ces informations. Notre deuxième profil, manipulé, ça va être le gestionnaire. Donc le gestionnaire va être un petit peu plus, axé sur le pragmatisme et le terrain. Lui, son objectif, c'est de pouvoir prendre des actions qui sont, pertinentes, les bonnes actions au bon moment. Pour ça, il a besoin d'une vue qui va être générale, mais qui peut rendre détaillée, par, du creux enfin de en creusant sur l'information ou en allant, voir les éléments en détail après avoir vu, un point notable dans la situation générale. Et puis il va avoir également des applicatifs
qui vont lui permettre de mener les actions directement. Enfin, notre troisième profil, ça va être le rapporteur. Je n'ai pas voulu utiliser le terme de reporter. Notre rapporteur, il va agréger les données. Donc lui, son objectif, c'est de reprendre des sources qui sont assez riches, qui vont être vérifiées, et de fabriquer des modélisations qui vont être relativement attrayantes pour pouvoir les partager, les publier et donner une vision sur l'information qui soit à la fois factuelle, vérifiée et disons parlante, parce qu'il y a un pré-travail d'analyse qui peut être fait et sur lequel on va vouloir restituer l'information de manière la plus pertinente possible. Commençons donc tout de suite avec la vision du data scientist. Donc son credo, c'est comment à partir des observations médicales, peut-on prévoir l'évolution de l'épidémie? Pourquoi est-ce que je m'appuie là-dessus? De quoi je vais disposer en fait en termes de données? Je vais avoir les observations de la situation, donc transposer ça au monde de l'entreprise, ça va être par exemple le bon sens, la connaissance du terrain et des éléments qui composent en fait le jeu de données. Ici, les observations de la situation, ça va être justement qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde, l'évolution de la pandémie, quels sont les pays touchés, comment est-ce que on voit que ça se propage dans les différentes situations, hémisphère nord, hémisphère sud, etc., etc. On va également avoir la possibilité de s'appuyer sur des publications scientifiques, puisqu'il y a déjà des travaux de recherche qui ont déjà été faits. On va s'appuyer là-dessus, des observations chiffrées et certifiées du coup. On va avoir un certain nombre d'éléments sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Et puis, l'outil qui va être spécifique ici à notre petit data scientist, ça va être un moteur de simulation de propagation épidémique, un moteur générique pour l'instant, mais qui va nous permettre de générer de la donnée et d'avoir des cas de test par rapport à la situation directe. Comment est-ce que je vais manipuler ces informations-là? Qu'est-ce que je vais faire des sources dont je dispose? Eh bien, en tout premier lieu, il va falloir que j'ajuste mon modèle de simulation à la situation actuelle. Donc ici, ça va me permettre de générer des données à traiter, des données d'analyse qui vont être propres à la situation, parce que mon moteur de simulation épidémique, c'est justement un moteur de simulation, donc il va me permettre de générer plusieurs types d'épidémies et voir un petit peu comment est-ce qu'on va pouvoir fonctionner. Donc pour ça, je vais m'appuyer sur les publications, sur les observations et je vais paramétrer mon moteur de simulation. Puis une fois que j'ai fait ça, je vais sortir quelques résultats, un premier carottage entre guillemets sur des résultats pour voir si mon modèle déjà match avec la situation. Et puis je vais pouvoir effectivement sortir des indicateurs, les premiers indicateurs, et cibler un petit peu mon travail. Une fois que mon travail est ciblé, je vais répéter les simulations à l'envi pour avoir un jeu de données qui soit suffisamment important pour me permettre d'avoir une analyse un petit peu plus fine. Donc on voit ici que je vais utiliser deux typologies de technologies. Dans un premier temps, je vais faire un premier carottage avec du Cosmos DB et du Power BI, je vais vous expliquer après pourquoi. Et puis dans un deuxième temps, une analyse un petit peu plus péchue sur des jeux de données beaucoup plus volumineux avec une base de data lake et des Azure Databricks. Du coup, je vous propose effectivement de voir la première analyse des résultats obtenus. Alors comment est-ce que ça va fonctionner? Eh bien en fait, j'ai un petit moteur ici de simulation d'épidémie. Si vous avez vu les articles du Washington Post, ils ont été relativement redistribués. Il y a pas mal de gens qui se sont inspirés de ces éléments-là. En fait, on a refabriqué le même type de moteur avec effectivement sa population, la transmission des différents éléments, etc., etc., avec le fait que les gens puissent se contaminer. Et je vais avoir ici un certain nombre de curseurs qui vont me permettre de variabiliser mon expérience. Donc avec ces curseurs, en fait, je vais venir modifier les paramètres de mon expérience pour contrôler en fait que je matche avec la situation. Ces résultats, je vais les stocker au sein d'une base Cosmos DB, ici pour pouvoir ensuite les retraiter avec Power BI. Donc le choix de Cosmos DB, il n'est pas anodin là-dedans. Cosmos DB, donc je vais stocker en fait mes informations sous la forme de petits documents, des documents JSON, qui vont me permettre en fait d'avoir une structure qui est relativement souple. L'avantage de Cosmos DB, c'est que c'est rapide, et le fait de gérer des documents, ça va m'éviter d'avoir toute la lourdeur d'une structure SQL à manipuler. Sur cette base Cosmos DB, de collecte des premiers jeux de données, donc où j'étais sur un paramétrage relativement vaste, j'ai accolé un petit Power BI. Et du coup, le Power BI, il se trouve ici. Voilà, il y a beaucoup de petites fenêtres parce qu'il y a des éléments que je voulais présenter. Et en fait, je vais retrouver ici l'ensemble de mes jeux de test. Donc ici, prenons une simulation où il y a eu 0%, donc aucun confinement et un taux d'immunité de 0%. Donc dès que deux personnes se touchent sur mon simulateur, elles se transmettent la maladie. Et on va voir en fait l'évolution des éléments. Donc je vais m'apercevoir qu'en fonction des paramètres, donc si je vais prendre un taux de confinement différent, prenons 75% et un taux de transmission
un taux d'immunité de 30 on voit que la courbe ici, elle va s'aplanir. Donc je vais avoir mon ensemble de jeux de données, je vais commencer à travailler dessus. Ce que je voudrais voir moi là ici, c'est me dire ma hauteur de courbe, à peu près à combien elle se trouve en fonction des différents paramètres de ma simulation, donc comment je les fais évoluer. Je retrouve les paramètres de simulation ici. Et puis je vais essayer également de dire, est-ce que ça dure plus ou moins longtemps? Est-ce qu'il y a des constantes qui se distinguent dans ces éléments-là? Donc là, je suis toujours dans un travail de pré-analyse. Je vais vérifier en fait l'efficacité des mesures qui peuvent être prises ou des différents paramétrages qui vont être faits. Alors bien sûr, je manipule pas ici le taux d'immunité, je le fais pas trop bouger parce qu'effectivement, sur la maladie, on va pas vraiment avoir le choix de le faire, mais on va pouvoir proposer des mesures barrières ou des choses de ce type. Ici, je vais me focaliser un petit peu sur le taux de confinement et je me suis aperçu en fait que, sur le taux de confinement, les cycles totaux ici, ça fluctue assez peu en fait. On oscille, à part sur un confinement de 100 où là, les gens, ils ne se transmettent pas la maladie puisqu'ils sont tous, confinés chez eux. Mais du coup, ici, je vais retomber sur des cycles qui sont relativement, proches, hein. Je vais avoir 600, 400, ça fait 50 un peu moins de 50 d'évolution, entre 30 et 50 d'évolution. Ça reste une marge assez tenue. Par contre, ce que je m'aperçois, c'est que, le pic des personnes malades, lui, il a tendance à avoir une corrélation qui est relativement forte avec le taux de confinement. Et donc je vais aller me focaliser un petit peu sur ces éléments-là. Donc pour ça, je rebascule ici sur mes éléments, je vais répéter mes simulations et je vais affiner l'analyse. Je ne peux pas utiliser Cosmos DB dans ce cas-là parce que ça va me coûter un peu cher et je vois François qui me regarde toujours avec son chiquet dans la main. Donc je vais ici changer, je vais passer sur un data lake pour pouvoir stocker des quantités plus importantes de données. Si je traite avec un data lake, si je rebascule avec du Power BI derrière, c'est pareil, on va tomber sur des process qui vont être inadaptés à l'analyse parce que justement Power BI, il n'a pas la force de frappe pour traiter d'énormes jeux de données ou alors à chaque fois il va me demander un temps de calcul suffisamment long, enfin trop long même pour ce que je veux en faire. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est basculer ici sur une architecture basée sur les Databricks avec du langage Python parce que c'était à la mode et puis j'avais envie de me mettre à ces éléments-là. Donc là, j'ai un petit peu perdu ma fenêtre. Donc qu'est-ce que j'ai créé? Dans Azure, je me suis confectionné un petit data lake dans lequel je suis venu déposer, des CSV d'expérience. Donc mon expérience, plutôt que d'en faire un document JSON, j'en ai construit un CSV. Donc là, j'ai restructuré, mon expérience et j'ai stocké mes CSV dans mon data lake. Ici, on peut le voir, rapidement, hop, voilà. Ici, on a le contenu de mon data lake et on va retrouver mes sessions en CSV. Donc chaque session d'expérience peut être retrouvée sous la forme d'un petit document. Sur ces CSV-là, je suis venu et j'ai branché ici, j'ai ajouté en fait à mon architecture une Databricks, un service Databricks, pardon, sur lequel je suis venu confectionner un notebook d'analyse. Donc ici, il est temps de faire une petite pause sur le notebook. Je vais juste vérifier que mon élément est bien démarré. En fait, le notebook, c'est un des outils principaux du data scientist. Le notebook, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de cellules, tel qu'on le voit ici, où on va avoir tantôt du texte en format Markdown, donc on va pouvoir faire des mises en page, on va pouvoir ajouter des images, on va pouvoir présenter son expérience, etc. Et stepper en fait les différents éléments pour commencer à traiter mon information. Donc je vais avoir du texte ici, hein, le transfert des données, je vais avoir ici analyse, et cetera. Mes titres, je vais séquencer en fait mes expériences. Et puis à l'intérieur aussi également, je vais trouver des blocs de code, hein, évidemment, des blocs de code en Python du coup, mais je ne suis pas cantonné à ce langage-là. Je vais pouvoir faire du Scala, je vais pouvoir faire du R, etc., etc. Ici, mon bloc-notes, il est déclaré comme étant en Python. Et donc, il va fonctionner ici avec du langage qui est codé directement en Python. Un petit point ici sur cet élément, et c'est pour ça, c'est bon, il a démarré, parce que du coup, s'il se met en pause, on en a pour un certain temps. Ici, en fait, je vais associer mon notebook à une structure d'exécution, un cluster d'exécution qui est un cluster Spark, qui va être la machine sur laquelle le code va s'exécuter. Alors, je me disais ici que c'était gênant, en fait, il se mettait en pause parce qu'il y a un petit temps de redémarrage de l'ordre de 5 à 6 minutes ici pour celui-ci, du nœud d'analyse. Le nœud se met en pause automatiquement au bout d'un délai d'inactivité que je peux paramétrer. Ça me permet en fait de limiter ma facturation. Donc ici, mes différentes cellules, elles vont projeter en fait du calcul. Je vais faire un run all parce que sinon on va être bloqué au niveau des différentes analyses. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, je vais venir me connecter à mon data lake. Je vais récupérer des éléments. Je vais transformer en fait ces fichiers CSV en un fichier Parquet qui va me permettre d'avoir un contenu optimisé pour du traitement de masse. Et sur ces éléments-là, je vais utiliser la force de Spark qui va me permettre ici de gérer
des SQL Context, donc qui va me transformer en fait mon jeu de données. Donc je vais passer rapidement sur l'analyse du jeu de données, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Mais ici, ce qui va me permettre de traiter, c'est de dire, je vais me gérer une table SimData qui va se manipuler comme du SQL. Ici, si on regarde, je vais pouvoir avoir la possibilité de traiter mes éléments comme des requêtes SQL. Ça tombe bien, je maîtrise pas trop mal le SQL et je vais pouvoir faire mes regroupements, essayer de traiter mon jeu de données, découper ça en tranches, faire des éléments. Donc je vais regrouper mon jeu de données, préparer mes simulations et refaire un petit peu des visualisations de contrôle qui vont tourner un petit peu comme autour de ce que j'ai fait en Power BI, de me dire est-ce que je peux trouver des corrélations ou pas. Donc ici, on voit, grâce à un Pairplot, qui est un des outils d'analyse qui est fourni par, un des plugins, Python, qu'effectivement, ben, étrangement, j'ai un petit scroll automatique, ah oui, oui, du coup, la visualisation se régénère. Je m'aperçois ici qu'avec un taux d'immunité de 80 par exemple, ici on a, un illness peak, donc le pic des malades qui est relativement contenu de manière, importante. Donc on pourrait, effectivement en déduire une corrélation sur, ben, les gestes barrières ou le port du masque ou d'autres éléments en fait de protection qui permettraient de baisser le taux de transmission aux alentours de 20. Mais moi, du coup, dans cette simulation, c'est pas là-dessus que j'ai voulu mettre l'accent. Je me suis dit: «Je vais me focaliser sur un taux d'immunité de transmission, de 20 en disant: «Bah, je sais que la maladie, par rapport aux observations», toujours pareil, je recoupe par rapport à mes sources, je sais que la maladie a tendance à se transmettre à hauteur de 80 sur les zones de contact. Et bien, du coup, on va se focaliser sur l'immunité de transmission à 20 et essayer de voir comment est-ce que le jeu va se comporter. Donc ici, j'ai refait un petit hyperplot qui, finalement, me parle juste ici au niveau, illness peak confine rate, donc c'est-à-dire le pic de malades, qui va drastiquement baisser. On revoit le même type de visualisation qu'on avait vu dans le Power BI d'analyse. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de cibler un petit peu ma vision. Donc je retire des graphes, tels que je les ai fait dans le Power BI en me disant: «Bah, ici, par rapport au ton de confinement, qui est défini, de combien est-ce que, la durée générale de maladie, en fait, jusqu'à stabilisation dure», donc avec, des maxi, de la moyenne pour voir l'évolution. On s'aperçoit toujours qu'on fluctue. Par contre, ici, on a un beau rapprochement au niveau, du illness peak, en fait, ici. J'aurais peut-être dû mettre un meilleur titre sur mes graphiques d'ailleurs pour que ce soit plus parlant. Mais ici, on voit que le pic de malades chute ici avec une zone ici intéressante qui est au niveau d'entre 50 et 80 de confinement. Donc ce que je vais faire là-dessus, je vais augmenter la taille de mon jeu de données. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cibler mes simulations, je vais générer un nombre beaucoup plus important en fait de jeux de données. Donc là, il est encore en train de le traiter, et je vais augmenter la taille de l'échantillon. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me cibler là sur des taux de transmission de 80 donc un immunity rate de 20 et je vais générer des éléments là-dessus pour voir, ben, où est-ce que je peux me retrouver et est-ce que mon jeu de données peut être, fiabilisé et cetera et cetera. Donc là, on va juste attendre un petit peu qu'il se termine. Je regarde si je suis pas bon, je reste toujours dans les temps, donc c'est pas mal. On va le laisser un petit peu finir son calcul. Donc là, ce que je fais, c'est que je reproduis, en fait, j'ai reproduit mes expériences, j'ai stocké tout ça et je régénère un jeu et je laisse, en fait, le cluster Spark travailler autour de ces éléments-là. Alors, à contrario de ce qui a été présenté au-dessus, ici, j'ai tout regroupé au sein d'une cellule, de manière à ce que tout soit visible, directement, à ce que le calcul s'effectue en une seule étape. Et là, du coup, on va retrouver ici mon pairplot. On voit que, la illness peak, on va retrouver ici, une bonne transmission, oui, un taux moyen, enfin un point, comment dirais-je, de bascule autour de 300 cycles à peu près. Alors les cycles n'ont pas vraiment d'importance. Et ici, du coup, par rapport à mon test de tout à l'heure, on va être un petit peu moins parlant. On va retrouver ici des éléments, là-dessus. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a bien une fluctuation en fait du taux de confinement par rapport à l'illness peak ici. Et j'avais fixé ici une limite de réanimation. Donc il se trouve, a priori, ma simulation elle est un petit peu trop, pessimiste, parce qu'auparavant, on se retrouvait avec des courbes qui étaient, plutôt sympathiques, aux alentours de 60-70 de confinement pour retrouver ces éléments. Et donc en affinant en fait mon jeu de données, ici on voit que les courbes sont un petit peu plus lissées, je vais avoir des résultats qui vont, se rapprocher en fait d'une situation, tendre vers la limite maximum et ça peut être important d'avoir ces éléments. Et donc du coup, pourquoi est-ce que c'est important le choix en fait des outils qui ont été faits avec mon analyste? Donc c'est justement, j'ai utilisé dans un premier temps un couple Cosmos DB Power BI avec un jeu de données qui est carotté, qui est un petit peu plus petit, parce que justement ça facilite la modélisation, parce que je peux faire mes ajustements, parce que je peux modifier mon information facilement, vu que mes documents sont structurés à la volée et je peux adapter mon Power BI pour une restitution.
Et ça me donne une analyse qui est très visuelle, qui est très rapide, ça me permet de dégager des tendances. Et ensuite, en fait, je vais stabiliser mes éléments en utilisant effectivement mes Databricks, où là, je vais avoir une puissance de calcul qui va être supérieure. Je vais pouvoir traiter des jeux de données beaucoup plus importants et je vais pouvoir surtout avoir des expériences qui sont répétables dans le temps. Et là, du coup, je vais maintenir en fait tous les repères de mon data scientist, parce que je ne vais pas forcément data scientist à apprendre à faire du DAX s'il veut faire pour faire du Power BI ou des choses de ce type. Je vais pouvoir lui permettre d'utiliser le langage qu'il souhaite et de continuer à faire ses analyses là-dessus une fois que la simulation a été finalement ajustée. Je vais également avoir des coûts optimisés pour l'activité de calcul, hein, surtout comparé à des allocations de VM ou des machines à demeure où je ne vais payer que quand je vais faire des calculs. Et puis un point que je n'ai pas montré là dans cette démonstration, vous pouvez baser l'accès de vos données au Data Lake notamment sur des authentifications Azure AD avec une gestion de droit spécifique pour cloisonner un petit peu l'information et voir ces éléments. Du coup, les actions, donc, parce que je parlais tout à l'heure, visualiser et agir, qu'est-ce qui en découle? Moi, je peux publier du coup sur la base des observations qui ont été faites. Eh bien, par exemple, un confinement à hauteur de 60 à 70% nous permettrait de nous maintenir sous sous le seuil de saturation des services de santé. Et ainsi, du coup, contribuer à l'information, disons, des autorités ou des personnes qui peuvent décider là-dessus des éléments de ce type. Ça m'a permis, avec des simulations, de traiter ce genre de cas. Une deuxième vision, donc du coup, la vision du gestionnaire. Le gestionnaire, lui, son objectif va être de suivre l'occupation des lits d'hôpitaux et de mener les bonnes actions en fonction de ce qui va être constaté et de ce qui va être éventuellement prévu ou de ce qui est pressenti par cet élément. Mon gestionnaire, lui, va avoir comme source de données son but étant de gérer l'affectation des médecins et l'occupation des lits sur un secteur hospitalier, il y aura une base de données applicative, une base de données opérationnelle. Heu pour le coup, dans cette démonstration, ce sera basé sur du SQL Server. Donc ici, dans cette base applicative, je vais avoir des données qui sont factuelles, qui sont directement des remontées de mes services hospitaliers ou des choix que j'ai fait auparavant pour dire voilà, tel médecin est affecté à tel et tel patient, et ce patient-là, il se trouve dans tel service, et l'occupation de mes lits va être ainsi maintenue dans cette base de données. En parallèle de ça, j'ai également des documentations «extérieures» entre guillemets, donc des documents qui viennent de la veille sanitaire, des communications qui viennent des autorités, des remontées du terrain, des discussions avec, des collègues et cetera et cetera. Ça va être ce qui va constituer ma base, «d'expérience» entre guillemets, mon expérience personnelle, mon retour terrain, et c'est ce qui va me permettre d'ajouter, des informations en plus à ma connaissance, opérationnelle et disons factuelle, heu, des opérations. Qu'est-ce que je vais faire de toutes ces informations? Eh bien, dans un premier temps, je vais synthétiser ma base applicative, ma base opérationnelle au sein d'un tableau de bord. Pourquoi? Parce que si je vais creuser directement dans la base opérationnelle ou si je vais consulter les écrans opérationnels, eux, ils sont dédiés à justement l'affectation d'un médecin, au déplacement d'un personnel, au suivi d'un patient, et cetera, et cetera. Il y a déjà des informations que moi, je n'ai pas nécessité, voire même droit de consulter. Il y a également des informations qui ne m'intéressent pas de voir à un niveau de détail tels qu'ils sont disponibles là-dessus. Donc il me faudrait «fouiner» entre guillemets dans les écrans. Pour ça, en fait, on va synthétiser l'information. Donc l'outil principal, ça va être le tableau de bord. On va voir cette information de manière claire et disons agrégée pour avoir le niveau de détail de vision qui me convient moi pour pouvoir prendre mes bonnes actions. Et les actions que je vais pouvoir faire derrière, ça va être l'affectation ici du corps médical par rapport à la répartition des lits, par rapport à un contexte, par rapport à un nombre de malades, et cetera. Et puis, donc j'ai fait une petite entorse ici, parce que je suis un gestionnaire, mais je suis également un petit peu technophile. J'avais à cœur de vous présenter une nouveauté de 2020 de pré-confinement, du coup, que j'ai pas eu le temps sur lequel j'ai pas eu le temps de bloguer. Et du coup, je vais travailler en fait sur un simulateur un peu plus modeste que ce qui a été fait avec le Python sur Databricks, mais on va fait simuler le fait qu'avec mon équipe IT, en tant que gestionnaire, je vais travailler sur un petit simulateur pour me permettre à moi d'anticiper et de préparer en fait la vision des informations et le recoupement avec mes informations opérationnelles. Et donc du coup, ce tableau de bord ici, eh bien, on va faire un petit peu le contre-pied de ce qu'on fait, depuis tout à l'heure, où on essaie de voir un petit peu ce qui se fait, ce qui est très actuel, et cetera. Je vous ramène ici dans Excel. Pourquoi dans Excel? En fait, c'est un outil qui reste là, pour la BI. C'est un outil qui reste relativement répandu et je vois pas il y a pas de honte à utiliser Excel, c'est pas parce que Power BI a été publié et qui reprend une grande partie des fonctionnalités de synthèse de l'information d'Excel qu'on s'interdit en fait d'utiliser cet outil-là.
L'avantage d'Excel, c'est, ben, du coup, c'est un outil qui est maîtrisé. C'est-à-dire que, moi, j'ai ma casquette de gestionnaire, j'ai l'habitude de manipuler de la donnée. Des tableaux, ça me fait pas vraiment peur et je vais pouvoir avoir de l'information là-dessus. Donc dans Excel, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ici une source qui s'appelle Power Pivot, qui me permet de gérer en fait des remontées qui viennent de plusieurs tables. Alors je vais prendre cette vue-là parce que ça fera un peu moins peur aux gens, qui vont gérer des données qui viennent de plusieurs tables et plusieurs éléments de ma base de données. Et donc je me suis constitué ici un tableau de bord à partir de 4 entités. Certes, ça fait un petit peu réducteur, mais on peut complexifier ces éléments-là en fonction des bases opérationnelles, et cetera, et cetera. Donc je vais en fait reprendre certains éléments de ma base de données et préparer, si vous avez l'habitude des tableaux croisés dynamiques, bien là, vous allez avoir la possibilité d'avoir des tableaux croisés dynamiques qui vont reposer sur plusieurs entités. Alors c'est un outil Power Pivot qui existe depuis très longtemps dans Excel, mais j'avais à cœur moi de le remettre un petit peu en lumière et ça permet, justement d'avoir un tableau de bord qui soit très synthétique. Ici, j'ai directement la disponibilité de mes lits avec une mise en lumière du fait que je sois, périodiquement là sur ces 2 dernières semaines en dessous des 20 de disponibilité. Les services sont sous tension, c'est un peu normal. J'ai ici un zoom sur la dernière semaine où je vois qu'effectivement le 21 juin, on était vraiment chaud et il a fallu réajuster. Donc là, c'est la semaine calendaire, hein. Et puis j'ai ici directement la disponibilité de mes médecins avec ici, des indicateurs. J'utilise en fait, la totalité des formules d'Excel qui sont mises à ma disposition. Deuxième avantage effectivement de cet outil, c'est que je vais pouvoir, en termes de BI à la demande, bah, manipuler cette information. Si je suis un petit peu, féru de ces éléments, je vais pouvoir manipuler. Je vais également avoir la possibilité de partager ce classeur Excel avec mes collègues si le besoin s'en fait sentir, sans qu'eux aient besoin de mettre les mains dans le cambouis pour reprendre cette expression, de la tambouille et cetera. Moi, j'ai fait tous les calculs, j'ai préparé ces éléments-là avec l'équipe IT, avec les gens qui mesurent le modèle et donc ils ont une vision, synthétique des éléments. J'ai également la possibilité de creuser un petit peu. Donc ici, je me suis amusé à répercuter ici le listing des patients. Donc ils vont tous rentrer chez eux, hein, ils vont tous bien là. Ici, j'ai répercuté le listing des patients pour montrer qu'effectivement, on peut conserver une vision tabulaire du rapport, à contrario effectivement de Power BI où j'ai tendance à dire, on va limiter en fait ce type de vision. Dans Excel, on peut parfaitement manipuler des feuilles de données avec une quantité importante de lignes, paginer, préparer des répercussions, comment dirais-je? Des impressions papier ou des choses de ce type, mais j'ai également la possibilité de le traiter sur écran. Donc on voit Excel reste, relativement versatile, dans cette manipulation. Et donc, du coup, toujours pareil, j'ai vérifié mes éléments, donc je vois que ma disponibilité de lit, elle est un petit peu faible, donc je vais commencer peut-être à voir si je peux, contacter des services, annexes pour voir s'ils peuvent me délester un petit peu de charge. Mais je vais également ici m'apercevoir que, bah, j'ai 2 docteurs qui sont sous tension ici, pour lesquels ils ont beaucoup de lits, affectés et il y en a d'autres comme le docteur Wither ou le docteur, Carter qui sont un peu moins affectés. Et donc là, je m'aperçois que par rapport au modèle que je vais vous présenter, il y a une divergence dans les dates, mais c'est pas grave. Du coup, donc moi ici, j'ai des actions à prendre. Je vais devoir faire une réaffectation pour éviter que justement, la fatigue, humaine soit trop ressentie et répartir un petit peu ma charge. Pour ça, donc je vois que dans mon tableau de bord, il y a un déséquilibre en fait qui a été créé et je vais pouvoir utiliser une application qui a été créée relativement rapidement et qui utilise Power Apps. Ça, on fait un petit détour au niveau des actions directes. J'ai créé une petite application Power Apps en fait qui va me permettre facilement de réaffecter mes médecins, au sein des éléments. Alors pourquoi du Power Apps? Bah, justement, je voulais, l'ajouter à cette démonstration parce que je pense que la Power Platform, elle a, sa carte à jouer entre guillemets avec des scénarios qui sont relativement, simples, des scénarios qui sont, faciles du type, des maîtres détails ou justement, bah, dans ce cas-là, ici on a quelques cartes d'éléments, de présentation de contexte et je vais pouvoir mener des actions, donc modifier ma base de données, appeler des services métiers facilement depuis une application qui a été faite en quelques dizaines de minutes, on va dire, plutôt quelques heures. Voilà. Donc ici, je vais avoir le suivi de mes médecins avec, en vert ceux qui sont plutôt disponibles, en rouge ceux qui sont, plutôt, suraffectés. Donc ça, je suis en lumière par rapport à ce qu'il y avait dans Excel. Et là, donc je me dis, ben, ici, le docteur Lewis finalement est très, très affecté, et le docteur Benton, a priori, il a l'air d'être tranquille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire: «Bon, ben, le docteur Benton, je vais venir ici et je vais lui affecter un nouveau lit». C'est-à-dire que je vais prendre un lit des docteurs le plus affecté et je vais le réaffecter au niveau du docteur Benton. Donc là, je reviens sur cet écran, voilà. Donc là, ici, après un petit rafraîchissement, le docteur Lewis a été, légèrement, déchargé un petit peu de charge et le docteur Benton, il a redescendu dans les nuances de vert. Donc je vais pouvoir effectivement, faire mes associations, affecter des lits, gérer en fait mon applicatif comme ça. Derrière, en fait, ce Power Apps, juste pour faire le zoom sur la machinerie, ici, on est venu sur, j'ai encore perdu mon écran,
hop, 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 on est venu ici sur un flux Power Apps, pardon, on est venu ici sur un flux d'affectation, je vais y arriver, hop, voilà, d'affectation des éléments et ici j'ai, mon flux mon Power App qui va pouvoir exécuter un flux Power Automate qui va lui-même se charger d'exécuter les procédures, les services métiers. Donc là, je suis allé un petit peu rapidement au besoin, j'ai directement fait ça dans la base de données par l'appel d'une procédure stockée. Mais sur l'appel en fait de cette activité Power Apps, je vais pouvoir exécuter mon flux de base de données et on voit qu'effectivement il y a 38 secondes et il y a 55 secondes, tout s'est bien déroulé, au niveau de l'affectation de mes médecins. Donc si je reviens ici, je vais revoir, donc là normalement voilà, Mark Green il a pris un lien en plus à Cézanne Lewis et donc il y a une répartition de la charge qui a été faite. On l'a vu là, j'ai mené en fait mes actions au niveau, de mes éléments. Donc j'ai constaté dans mon tableau de bord, dans mon information synthétique que, bah, il y avait un problème au niveau de l'affectation de médecin. Ça m'informe et je peux agir en conséquence, c'est-à-dire faire des affectations là-dessus avec des applicatifs, spécifiques qui sont disponibles. Je vais également donc vous présenter ce petit simulateur là, parce que, ben, moi je voudrais voir, ici dans ma vue, dans mon tableau de bord, je vois en fait une tendance en me disant: «Bon, ben, ici j'approche un petit peu de la limite». Mais moi ce que j'aimerais voir c'est, ben, justement par rapport aux conditions extérieures, qu'est-ce qui se passe? Si jamais, j'ai l'épidémie reprend, si jamais il y a une baisse en fait dans l'application justement des gestes barrières ou si, il y a un petit relâchement dans le confinement, qu'est-ce qui peut se passer au niveau de mon service et du coup, quelles sont les actions que je dois pouvoir prendre là-dessus? Donc pour ça, en fait, je voulais présenter, le petit simulateur qui est dans Azure Data Studio. Hop, voilà, il est ici. On va retrouver en fait dans Azure Data Studio depuis la version de mars 2020, la possibilité d'avoir les notebooks et les notebooks qu'on va retrouver dans Azure Data Studio, ils ont une particularité, c'est qu'ils vont pouvoir tourner avec un kernel SQL, c'est-à-dire exécuter des requêtes SQL directement dans le notebook. Donc c'est un petit peu mon outil chouchou, sur le moment parce que, ben, justement ce notebook, il a les mêmes avantages que le notebook Python qu'on a vu et si je passe sur un kernel Python, je vais être dans le même type de fonctionnement que celui qu'on a vu au niveau des Databricks ou ce que vous pourrez retrouver au niveau d'un Jupyter, classique. C'est-à-dire que je vais avoir la possibilité de mélanger de la donnée, textuelle et de la donnée de script. Typiquement un cas, donc là je débraye un petit peu de ce webinaire, mais un cas d'audit où je vais vous devoir analyser, des requêtes SQL et cetera, ça me permet c'est très pratique parce que ça va me permettre de mélanger ma ressource documentaire, les constatations que je fais avec les scripts que je vais pouvoir exécuter et représenter derrière en disant: «Ben voilà, on a une amélioration, sur ce plan» et cetera et cetera. Et donc là, du coup, mon petit gestionnaire, donc je remets ma petite casquette de gestionnaire, je me suis fabriqué mon petit simulateur avec l'équipe IT qui m'a aidé pour le modèle de données, parce que je tâtonne un petit peu en SQL, mais ils m'ont filé des indices. Et puis du coup, j'ai mon analyse de capacité hospitalière. J'ai mis quelques instructions de fonctionnement du notebook au cas où je voudrais la transmettre, aux personnes. Et donc je vais pouvoir ici déclarer mes variables de simulation, donc faire évoluer le paramétrage de ma simulation. Alors petite, «subtilité» entre guillemets du kernel SQL ici, c'est que chaque, cellule représente un batch de données et donc du coup les variables ne sont pas persistées de cellule en cellule, contrairement à ce qu'on va retrouver sur les kernels Python, des Jupyter Book. Du coup, pardon, pour maintenir en fait l'état de mes éléments, je vais devoir ici utiliser une table temporaire, donc ma table d'expérience qui va me permettre de conserver l'ensemble des variables de bloc en bloc pour propager. Et du coup, je vais retrouver le même type de fonctionnement que sur mon Jupyter Notebook. Je vais pouvoir exécuter mes différentes cellules, voir mes éléments. Donc là, j'ai préparé mon jeu d'expérience. Et puis, je vais fabriquer mes expériences que je documente ici. Alors, j'ai pour des raisons de clarté, masqué mes blocs de script pour pouvoir voir mes éléments. Et donc, je me suis dit, ben, je vais réaliser 3 petites expériences. Si je reproduis la dernière période d'expérimentation, c'est-à-dire les 7 derniers jours, si j'ai le même nombre d'entrées-sorties sur mon service, c'est-à-dire si la situation ne bouge pas tellement, par rapport à aujourd'hui, où est-ce que je vais me retrouver? Donc là, je réexécute mes éléments et il va me présenter comme, du SQL, un format tabulaire en me disant: «Bon, ben, voilà, si je te projette sur les dates, à suivre», donc là, je vais baser effectivement mon expérience au 20 février, pardon et je reprojette un petit peu sur mes éléments. Ben, ton occupation ici, tu vois, dans son pic maximum, tu es à 26 sur 30, de capacité, donc on commence à rentrer un petit peu en tension et donc je vais pouvoir faire une analyse, de dire: «Ben, voilà, si on reproduit sur une tendance similaire, je vais être entre 65 et 85 d'éléments». Alors ici, il y a des petites options qui sont relativement, «amusantes» entre guillemets, enfin plutôt intéressantes au niveau d'Azure Data Studio. C'est que je vais directement avoir la possibilité d'exporter,
mon jeu de données, soit, directement vers un fichier, vers du CSV, vers de l'Excel, vers des formats JSON ou XML et je vais avoir une vision graph. Alors la vision graph, elle est encore un petit peu balbutiante pour l'instant parce qu'on peut très peu la paramétrer et qu'elle a pas forcément, des représentativités, parlantes. Mais bon, c'est dans des cas spécifiques où on a effectivement beaucoup de colonnes, ça permet d'avoir, une visualisation un peu différente de l'information et surtout ça fonctionne en un clic là où avant je devais manipuler, plusieurs touches, avant d'obtenir le résultat désiré. Donc je vais ici avoir mes éléments, je vais prendre mon expérience numéro 2 où là je vais simuler en fait une hausse des entrées de 10 et donc je vais répéter mon expérience et avoir ici des données qui sont certes tabulaires et présentées, mais je vais, présenter en fait, comment dirais-je? L'inclusion des retours du terrain sur le comportement que je peux avoir au niveau de mon service. Là, je m'aperçois effectivement que si j'ai une hausse des entrées de 10, je suis entre 70 et 90 de saturation, enfin d'utilisation de mon service, ce qui commence à devenir un petit peu «problématique» entre guillemets et par contre, si j'ai une hausse des entrées de 25, donc j'ai ici scénarisé une reprise de l'épidémie, à ce moment-là, je vais être à plus de 75 et je vais pouvoir avoir une saturation, de mes services, puisque ici je suis à 29 sur 30, donc une entrée supplémentaire, sur ce plan-là et mon service est complet, je vais avoir du mal à délester. Donc je vais, devoir surveiller en fait la situation et donc du coup, je vais devoir prendre les actions, nécessaires pour me dire: «Ben, je surveille mon service, si jamais, l'épidémie reprend, si jamais il y a des éléments, qui viennent en plus, où est-ce que quelles sont les actions en fait que je vais devoir prendre?» Donc du coup, les points importants de cette petite démonstration, Excel reste un outil de BI à la demande, hein, c'est, la BI ad hoc, self-service, ça reste, relativement importante parce que vous pouvez conserver vos habitudes. C'est un outil, versatile, il y a pas de problème là-dessus et ça reste un outil qui a des arguments à faire valoir au niveau des éléments et toujours intégré à l'écosystème des données, on l'a vu, hein, j'ai pu ramener des données de ma base SQL, très facilement, et les manipuler directement au travers de feuilles de calcul. Je vous propose aussi d'envisager la vision Power Platform, donc composée de Power Apps, Power Automate, Power BI et des bots. Je vais encore oublier le nom, qu'ils ont repris maintenant, mais ça permet en fait d'avoir des mises en œuvre qui sont relativement rapides, mais cantonnez-les à des scénarios qui sont peu complexes. On voit encore beaucoup, de phénomènes, SharePoint Designer ou des éléments de ce type où on avait des scénarios peu complexes qui pouvaient être mis en œuvre sur la plateforme et puis au fur et à mesure, on augmente les besoins et à ce moment-là, il faudra, heu basculer sur un autre outil. Parce qu'effectivement, du maître détail action, ça va très vite. Vous avez la possibilité d'exploiter les capacités des smartphones et cetera. Mais, ça reste un outil, qui se paramètre énormément à la souris et cetera. Donc en termes de, publication de version, en termes de suivi, en termes de, reproductibilité et de factorisation en fait du travail, ça devient c'est difficilement possible en fait. Donc, envisager la Power Platform, mais dans des scénarios qui restent relativement faciles. Et du coup, qu'est-ce qui découle en fait de mes différentes constatations? Pour l'instant, la situation elle est à surveiller, mais elle est stable, elle est contrôlée. On arrive quand même avec une tendance, standard à maintenir en fait la charge. On est en mesure d'absorber le flux entrant. Par contre, effectivement, c'est à surveiller parce que en fonction des éléments extérieurs, on risque de se trouver en difficulté. Donc là, hop, mes observations, mes scénarios d'analyse et je vais pouvoir voir mes éléments. La dernière vision, qui voulait être enfin que je voulais, représenter, c'est, celle du rapporteur. Donc celle qui, celui qui va devoir informer, précisément et justement de l'évolution de la situation. Donc j'insiste toujours sur, justement de l'évolution de la situation parce que le travail principal du rapporteur va être justement dans le contrôle de cette vision et le fait que l'information soit, vérifiée avant tout et repose sur des faits, «avérés» entre guillemets. Et du coup, de quoi je dispose? Bah, en fait, l'avantage du rapporteur, c'est qu'il ne génère pas de données lui, il a pas besoin, il va se reposer sur des sources qui sont nombreuses, des sources qui vont être vérifiées parce que le rapporteur justement, il va devoir contrôler que ces sources sont valables, des sources qui peuvent être ouvertes puisque ça va être l'objet de cette démonstration-là, mais on peut reposer sur des sources qui ne sont pas, qui sont, propres à votre, système d'entreprise, hein, qui vont rester à l'intérieur. Mais du coup, ça va être le scénario, on va projeter ça sur j'ai une multitude d'informations qui me parvient de différents éléments qui sont très hétérogènes et je vais devoir moi les agréger, réaliser un certain nombre de tâches dessus pour que, elles soient, «restituables» entre guillemets et exploit et compréhensibles par d'autres, personnes. Donc sur ces sources, qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien du coup, je vais réaliser une succession d'étapes qui vont me permettre d'obtenir de la donnée, justement exploitable par d'autres personnes. La première de ces étapes,
ça va être justement de nettoyer mon jeu de données. Je vais devoir effectivement épurer les éléments d'informations qui ne sont pas forcément utiles ou d'informations qui sont nuisibles, c'est-à-dire qui vont polluer entre guillemets la restitution. Alors je ne parle pas de faire de l'occultation, mais ça va être justement d'enlever des données qui n'ont pas lieu d'être avec le message que je veux euh, présenter juste derrière. Je vais vérifier en fait ensuite que ces données sont valables, c'est-à-dire que qu'il n'y ait pas de déformation, que justement la source soit fiable, que si j'ai confiance en la source, que la donnée représente la réalité, en recoupant mes sources, en faisant des éléments. Une fois que j'ai vérifié cet élément, cette source-là, et que je sais qu'elle est propre et utilisable, je vais la référencer, puisque ça va me permettre ici de répéter en fait mon travail facilement, en me disant: «Bon, sur cette source-là, le travail a déjà été fait, le travail de nettoyage, de vérification, c'est bon, il n'y a pas de souci. On peut référencer cet élément comme «stable» entre guillemets». Une fois que j'ai fait tout ça, je vais recouper mes sources entre elles, c'est-à-dire que je vais venir prendre mes informations et venir trouver des facteurs de corrélation, trouver des dimensions qui sont communes, lier l'information, point à point. Et ça va me permettre aussi de pouvoir rentrer dans une phase d'analyse, où là, moi, je vais utiliser, soit ma connaissance, du terrain, soit ma connaissance du système, soit même la connaissance d'autres, en présentant l'information, en posant des questions, en essayant de me renseigner et cetera, pour voir quelle est, l'analyse, qui peut être faite à partir de ce recoupement de d'informations. Une fois que j'ai fini mon analyse et ma présentation, ma mise en forme et cetera, je vais pouvoir partager ces éléments-là avec, des tiers ou du public ou des éléments de ce type. Et donc du coup, sur cet élément-là, sur cette vision-là, et on va avoir une seule démo, mais qui va être relativement, «touffue» entre guillemets. Ici, en fait, ce que je vais faire, donc, c'est je vais me reposer en fait sur mes différentes sources de données. Je vais revenir ici, je vais prendre 2 sources de données, «publiques» entre guillemets, pas entre guillemets, 2 sources de données publiques. Donc la première, c'est Johns Hopkins qui fournit en fait, un certain nombre d'indicateurs et de données qui sont, à spectre mondial avec un zoom sur les USA. Moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est de récupérer, les remontées de terrain de Johns Hopkins au niveau, mondial, et donc je vais me brancher en fait sur leur source de données pour avoir ma propre restitution. Alors c'est sûr, on va pas je vais pas refabriquer une énième carte mondiale de ce qui va être dans le monde. Je vais voir un petit peu ce que je peux faire avec les données que je vais retrouver dans ces éléments-là. Je vais recouper ces informations-là avec les données qui sont fournies par Santé publique France, donc qui sont, celles qui sont vraiment, dédiées aux données, spécifiquement sur le territoire français, et je vais voir un petit peu, comment est-ce que je peux interagir sur ces éléments-là. Mon objectif, ici en termes de rapport, ça va être de présenter une vision qui va être, comment ça se déroule un petit peu dans le monde, quelle va être l'évolution, générale, et puis en France, comment est-ce qu'on se comporte? Et est-ce qu'on va pouvoir mettre des éléments en comparaison, sur ces éléments? Donc pour ça, en fait, je vais prendre un petit rapport Power BI. Donc ici, je reviens ici, je le cherche, il est là, voilà. Donc je fabrique un rapport Power BI qui va reposer sur ces données. Alors, là, on va me dire: «Mais, il y avait, 50 étapes avant avec, du nettoyage et cetera», là, on arrive tout de suite sur de la visualisation. C'est effectivement pour pas perdre trop de temps, mais, derrière toutes ces étapes, elles sont retrouvées ici. C'est-à-dire que dans mes sources de données, je viens récupérer ici mes données au niveau, de mes sources Johns Hopkins. Donc ici, par exemple, je suis allé chercher dans leur guide, l'ensemble dans un guide qui centralise en fait ces données, l'ensemble des données, des rapports quotidiens, et puis à partir de ces données-là, j'ai réalisé un certain nombre de transformations, d'apports, de modifications pour nettoyer la donnée, prendre les données qu'à partir d'une certaine date, parce qu'avant elles avaient un format qui me convenait pas, et puis j'avais pas l'utilité de cette historique-là. Je suis venu, recouper, mes éléments, je vais repartir ici sur Hopkins Data. Je suis venu recouper mes éléments pour, conserver les données qui sont un petit peu «importantes» entre guillemets, ici avoir des conversions dans les bons types et cetera et cetera, et je vais faire la même chose avec toutes mes sources de données. Donc notamment ici, j'ai récupéré, les personnes touchées par classe d'âge avec, une conversion, la récupération des libellés de région et cetera et cetera. L'objectif principal de ces éléments-là, c'était, j'étais à peu près sûr de la véracité de mes sources, puisque je suis allé sur quelque chose qui était, avéré, des sources qui sont déjà utilisées, de manière, officielle, et puis derrière, j'ai opéré un nettoyage pour que la donnée arrive, dans un format qui me soit moi interprétable pour mon système. Du coup, une fois que j'ai l'ensemble de ces éléments, je vais avoir ici un modèle, d'information, de table qui va être, corrélable. C'est-à-dire qu'ici, j'ai récupéré une source qui me permet d'avoir les départements, la population, donc de sources différentes. Je vais avoir mes données hospitalières, mes données, de tests et cetera pour restituer mon information et préparer justement cette restitution.
2 partis pris donc qui ont été faits au niveau de cette restitution. C'était de dire, dans un premier temps, bah, moi je veux, voir l'évolution mondiale, autour de cette épidémie, donc voir un petit peu, où il y a des évolutions dans l'épidémie. Est-ce qu'il y a des pays qui ont réussi à juguler, ces éléments-là? Donc ici, par exemple, on a un zoom sur, les pays qui n'ont pas eu d'évolution de cas, sur cette semaine, pas eu de cas supplémentaires sur la semaine complète. Et ici, on va avoir les pays qui ont le plus d'évolution. Alors du coup, effectivement, il va falloir quand même tempérer un petit peu cette information parce que si je dis: «Bah, il y a eu, 60 d'évolution des cas aux Seychelles», ça paraît colossal. En fait, du coup, on s'aperçoit que l'évolution, ça passe sur, 145 cas confirmés. Donc du coup, il faut que là, je cible mon analyse en disant: «Bah, je ne vais pas représenter une évolution de 60 de 145 cas». Donc c'est quelques cas de plus parce qu'effectivement, il peut y avoir une arrivée, par exemple, le Pacific Princess qui débarque, finalement et on se retrouve avec, un cluster de cas avérés, avec une information où il va y avoir plus de monde et donc du coup, ici, on va dire, ben, je vais tempérer avec de la couleur en disant, bah, plus il y a de cas confirmés, plus la couleur sera riche, enfin disons, foncée au niveau de mes éléments. Ce qui me permet de dégager une tendance visuelle en disant: «Bon, bah, sur ces 5 là, il y en a 4 qui effectivement ont des taux assez élevés, mais qui finalement reposent sur peu de cas et puis un ici qui est encore à 12 d'évolution, mais là, on a un peu plus de cas confirmés. Donc si on avait des évolutions, plus «tendues» entre guillemets sur des pays, avec des cas vraiment très nombreux, bah, pareil, la bascule en fait de comparaison des différents cas, elle s'adapterait en fonction de ces éléments. Et puis je vais me garder la possibilité également de permettre, aux gens de filtrer sur, bah, voilà, moi je veux voir, je vais reprendre la France justement pour voir un petit peu les cas, tels qu'on a. Donc là, je m'aperçois que mon jeu de données n'a pas été, mis à jour depuis, enfin suffisamment, parce que là ici j'ai 0 évolution. Mais je vais pouvoir aussi avoir une comparaison avec l'Allemagne, voir un petit peu les éléments. Donc on voit qu'en Allemagne, ça évolue un peu plus, mais on est tenu, hein, c'est 0,2 mais par contre, il y a beaucoup moins de cas en France ici. Heu, donc je vais, ici traiter mon information et voir en fait, donner une information qui soit relativement factuelle sur, la situation de l'évolution mondiale. Je vais également proposer, une vision, par pays avec, la situation. Donc là, ici, je vais reprendre une vision un peu plus tabulaire, un peu plus, enfin, disons un peu plus, «détaillée» et «chiffrée» entre guillemets et puis je vais mettre des éléments en comparaison. J'ai dit que je voulais également corréler la situation avec, la situation française et là, du coup, moi, j'ai pris le parti de dire: «Bah, moi, ici, je vais comparer, bah, l'évolution des tests» puisque depuis le 13 mars, on a, les statistiques sur les tests. On est capable, en fait, de savoir, ben, voilà, théoriquement, hein, ici, le théorique a sauté, mais ici, en théorie, voilà, dans le Grand Est, en Meurthe-et-Moselle, on a testé à peu près l'équivalent de 10 de la population, du département et ça va me permettre de restituer ça au sein d'une carte qui va montrer qu'effectivement, dans les pays de Bretagne, la population testée est beaucoup plus basse qu'au niveau du Grand Est ou au niveau de la région PACA. Ça s'explique par plusieurs facteurs et c'est là où mon travail d'analyste va devoir être posé, c'est de dire, bah, voilà, quand je vais présenter ce rapport, il faut que je détaille mes éléments. Effectivement, en Bretagne, ils testent peu de monde, bah, parce qu'il y a peu de cas, avérés sur ces régions-là, alors que sur la région Grand Est, les cas sont relativement «répandus» entre guillemets et sur la région PACA, on a, l'IHU de Marseille qui pratique des tests de manière, intensive et du coup, pondère en fait le résultat de la région par ces tests intensifs. Donc ici, on va les revoir ici dans le tableau. Donc on va avoir la possibilité en fait de présenter une information factuelle, recoupée depuis des éléments et de donner, des informations de contexte, de présenter des éléments là-dessus, des éléments, comment dirais-je? Qui vont permettre de préparer l'analyse et d'informer les personnes de la manière la plus juste possible. Et puis du coup ici, je m'étais permis de refaire un petit, diagramme qui permet de donner un petit peu de comment dirais-je? «De bonnes nouvelles» entre guillemets dans mes éléments. Moi, j'avais envie de donner une note un petit peu positive à cette restitution. C'est qu'effectivement par rapport aux tests qui sont pratiqués, eh bien en fait, on s'aperçoit que la part de la population qui est positive, donc ici en jaune, elle est relativement faible. Ici, j'ai classé le département par taux de test. Donc plus il y a un individu testé, plus j'apparais haut dans cet élément-là. Donc là, je suis sur les 15 premiers de la région, j'ai oublié le nom, c'est Occitanie, je pense. Et du coup, je m'aperçois qu'en fait, la positivité au test ici, elle est relativement tenue. Même si je vais, sur des régions qui sont hop, je vais revenir ici, sur des régions qui sont fortement touchées, comme l'Île-de-France, je vais pouvoir ici voir que dans la positivité au test, je vais rester ici sur une part faible de la population, donc c'est relativement rassurant. C'est-à-dire que les tests qui sont faits, permettent de enfin, montrent qu'effectivement, même s'il y a des symptômes qui peuvent promouvoir vers le test, on a quand même une faible positivité,
des ressentis sur ces éléments-là. Alors, il peut y avoir à contrario le biais de se dire: «Ben, non, mais c'est parce que les tests sont pas fiables». Du coup, on n'a pas là, il n'y a pas la donnée pour le vérifier, mais d'après les sources dont on dispose, effectivement, voilà les faits qu'on peut présenter. Du coup, une fois que je hausse un peu le ton, c'est une fois que je suis, un peu satisfait en fait de mon rapport, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir ici le publier. C'est-à-dire je vais pouvoir le présenter. Comme c'est un rapport qui repose sur des données qui sont complètement ouvertes, aucun besoin en fait de restreindre ma publication. Ça m'avantage parce que du coup ma démonstration me revient à 0 €, donc c'est très pratique. Je vais pouvoir ici publier mon rapport. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'enregistrer et le mettre à disposition au sein de mon espace de travail Power BI. Mon objectif ici, c'est que, ben, moi, comme je suis un rapporteur, j'ai besoin de présenter ces éléments-là de manière publique et donc je vais, le déployer au sein de mon rapport de travail. Hop, il me dit que j'ai déjà, des données, mais c'est pas grave, c'était les petits tests de préparation. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le publier dans mon propre espace de travail Power BI. Donc là, je reste sur un cadre de licence qui est complètement ouvert. Je vais continuer de meubler pendant qu'il fait sa publication. Il y a des moments, il est un petit peu capricieux. Donc là, je vais déposer en fait l'ensemble de mes fichiers au sein de mon service, donc sur ma tranche personnelle, la tranche Office 365 de Power BI, et je vais avoir la possibilité sur cette tranche-là de dire, bah, mets-toi à jour tous les matins avec les données que tu perçois. L'avantage de ça, c'est que du coup, j'ai plus rien à faire. Mon rapport, il vit sa vie, entre guillemets, et je peux mettre à disposition une information qui est à jour toutes les 24 heures à mon public. Donc j'aimerais bien qu'il finisse rapidement sur cet élément. Hop. Voilà. Donc une fois qu'il a été publié, ici, je vais avoir la possibilité de l'ouvrir dans Power BI. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais justement y accéder et voir le détail de mon rapport. Ici, pour l'instant, j'aurais cru qu'il m'aurait reconnu. Oui, c'est toujours moi. Donc ici, je vais retrouver l'ensemble de mon rapport disponible sur ma tranche Power BI. Donc là, pour l'instant, elle n'est accessible à personne parce que effectivement, je suis le seul, c'est mon propre espace de travail et je vois mes éléments. Je vais avoir la possibilité du coup de générer, de l'incorporer ici sur un site web. Donc là, je fais une publication normale. Si j'avais une licence, différente ou si j'avais des besoins spécifiques, je peux l'intégrer à un site web ou à un portail SharePoint Online, ou à une équipe Teams à partir du moment où tout le monde effectivement est sous Power BI Pro ou si j'ai des capacités premium et cetera. Là, dans un cadre complètement, libre, je vais pouvoir faire de la publication sur le web. Ce que ça va me donner ici, c'est un code qui va me permettre d'inclure mon rapport directement à mon web. Donc là, hop, je vais revenir et moi je rédige donc du coup je suis journaliste, je vais rédiger mon article, où est mon Visual Studio Code? Il est ici, voilà. Je rédige mon article et puis effectivement, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter mon iframe ici de Power BI au sein de mon article et ça va me permettre effectivement de voir alors je pense que je suis ici, voilà. Je vais avoir ici mon article, là je vais rafraîchir et hop. Ça va me permettre en fait de partager l'information et de présenter mes éléments ici au format Power BI. Donc je vais laisser la possibilité à mes personnels publics de réaliser eux-mêmes leur filtrage, de présenter les éléments et je vais pouvoir ici donner les éléments de contexte et fournir en fait une vision à mes personnes. Donc ça, le mécanisme de partage, mis à part le fait que ici ce soit public et que du coup toute personne disposant du lien accède à mon rapport, fonctionne de la même manière si vous faites un partage en interne, à partir du moment où vous êtes sur du partage Power BI Pro, mais vous pouvez effectivement inclure en fait vos rapports Power BI à des pages web et proposer votre information de manière dynamique, de manière représentative, de manière chiffrée, et cetera, à vos différents utilisateurs. Donc c'est un des modes de restitution de Power BI qui est relativement sympathique entre guillemets, parce qu'on conserve en fait tout ce qui est dynamisme des éléments. Si ici je vais avoir la possibilité de filtrer mes éléments, de traiter mon information, et cetera, de manière visuelle et animée. Donc du coup, les points importants, hein, Power BI, c'est toujours plusieurs facettes. On va avoir une facette, de collecte et de transformation de données. C'est l'étape qui, en général, vous prend le plus de temps et c'est même l'étape qui même pas en général, qui prend le plus de temps, quoi qu'il arrive, à moins que vous ayez des données vraiment ultra propres ou vous soyez, en formation. Parce qu'on fabrique nos jeux de données, de manière à ce que ce soit ultra propre. Mais bon, voilà, il y a toute une phase de collecte et de transformation qui peut être fait au niveau du Power Query. Vous pouvez également avoir des couches qui s'occupent de ça, Analysis Services ou d'autres types d'éléments.
Power BI, c'est également un outil de restitution. Et dans ce cas-là, mon conseil, c'est effectivement de favoriser les visuels qui sont un peu attrayants et de limiter les tableaux. Donc ici, il y en avait 2 dans ma présentation, donc j'étais un très mauvais élève, mais logiquement, je fais des synthèses, des éléments parlants. Vous avez des visuels qui permettent vraiment de traiter l'information dans de multiples aspects. Vous avez également la possibilité de faire de l'analyse si vous définissez une navigation judicieuse. On le voyait là tout à l'heure sur la positivité des tests. Je vais pouvoir zoomer sur une région en me disant, ben, ici sur cette région-là, quels sont les départements qui vont réaliser le plus de tests, quels sont ceux sur lesquels il y a un taux de positivité, etc. etc. Cette navigation-là, elle vous permet de faciliter l'analyse à vos utilisateurs. Je n'ai pas fait un gros travail de conception sur mon rapport, donc sur cet aspect-là, il était un petit peu bancal, mais c'est un point qui doit être réfléchi en amont et qui permet de donner à Power BI toute sa puissance entre guillemets dans l'analyse. Et puis effectivement, vous avez des possibilités de partage. Donc si vous avez des licences pro ou une capacité premium, de toute façon il vous faut une licence pro, vous avez la possibilité de partager en interne dans votre entreprise avec la gestion de droits, avec la gestion des groupes, avec tout ce qui est vraiment sympa au niveau de l'inclusion, SharePoint Online, Teams, etc. Et si vous avez des capacités premium, vous pouvez partager à n'importe qui au sein de l'entreprise avec une seule licence pro. Donc c'est des outils qu'il faut envisager. Et du coup, hop, prise d'action là juste derrière, je vais avoir la possibilité de dire, ben voilà, voici la situation au 30 juin 2020, en contextualisant mon information, etc., etc. Je vous remercie d'avoir suivi ce séminaire, enfin ce webinaire plutôt. Il y a la section des questions-réponses qui est ouverte pour vous. Il y a pas de souci là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous remercie de remplir le questionnaire de satisfaction, comme ça la prochaine fois ce sera encore mieux. Si ça vous a pas plu, je vous remercie de remplir le questionnaire de satisfaction, comme ça la prochaine fois ce sera mieux et ça vous satisfera. Donc je vous propose ici de prendre 5 minutes si vous avez des questions là-dessus. Si j'ai pas le temps d'y répondre ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous solliciter par mail, hein, sur l'adresse générique Eliade. Vous avez eu mon adresse mail dans le début de cette présentation. La vidéo du webinaire sera de toute façon disponible pour toutes les personnes inscrites à partir le début de semaine prochaine, je pense. Là, on va voir selon notre capacité de traitement de cette vidéo. Et vous pourrez la revoir si vous avez des points à détailler là-dessus ou si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me recontacter. Merci beaucoup.